Je prends aujourd'hui la parole pour introduire cette soirée débat politique consacrée à la possibilité d'une prospérité sans croissance à l'échelle d'une société. Cette soirée est une étape importante dans la réflexion collective amorcée voici un an par le séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, ce centre de recherche de la faculté de droit de Saint-Louis qui, depuis près de 40 ans, étudie les mutations à l'œuvre dans nos ordres juridiques contemporains, qui les étudie dans une perspective à la fois interdisciplinaire, en mobilisant régulièrement les savoirs de collègues philosophes, sociologues, psychologues, politologues, économistes, et une analyse dans une perspective en contexte, c'est-à-dire s'attachant à cerner le droit dans l'univers social au sein duquel il se développe et qu'il prétend organiser. Alors, fidèle à cette tradition interdisciplinaire et contextuelle, et soucieux de continuer à faire œuvre pionnière dans la recherche en droit, le SIEJ s'est donc lancé, il y a un an, dans l'analyse d'une nouvelle thématique intitulée, je cite, « Le droit en transition, la place de la science juridique dans une société de l'après-croissance ». Alors, généralement, l'annonce du titre de cette recherche collective provoque chez l'interlocuteur de nombreux hochements de tête, marquant l'enthousiasme et l'envie de suivre le mouvement, mais ces signes d'approbation sont d'ordinaire accompagnés de légers froncements de sourcils, témoignant d'une certaine perplexité face à la signification, à la portée précise de ce titre, qui, reconnaissons-le, est moins explicite que celui des colloques qui font l'ordinaire des juristes, comme l'actualité du bail à faire ou la 6e réforme de l'État. Alors permettez-moi de glisser ici un petit mot d'explication. Depuis la fin des 30 glorieuses, on s'inquiète de la faiblesse des taux de croissance du produit intérieur brut des pays industrialisés. Ce constat n'est pas nouveau, il y a pas loin de 40 ans, mais il a pris un tour quelque peu dramatique au lendemain de la crise financière de 2007 et 2008, qui a plongé de nombreux États dans la récession. Et les économies avancées ont aujourd'hui du mal à se remettre de cette crise, entraînant dans leur sillage les pays en voie d'industrialisation. Les taux de croissance sont poussifs, particulièrement dans la zone euro, et les perspectives de l'OCDE ne sont pas très réjouissantes. À vrai dire, de nombreux économistes jugent aujourd'hui crédible, voire même probable, le scénario d'une stagnation séculaire, une longue période sans croissance ou de faible croissance, affichant leur scepticisme par rapport à la capacité des avancées technologiques qui s'annoncent à engendrer des gains de productivité suffisants pour porter de la croissance. Or, le spectre d'une croissance durablement faible nourrit légitimement de nombreuses craintes. Il pose la question de la soutenabilité de notre sécurité sociale, de notre système éducatif et de nos soins de santé. Comment payer les pensions de retraite? Comment lutter contre le chômage? Comment donner de la confiance en l'avenir dans une société qui cesserait de produire toujours plus de valeur? Alors ces craintes sont accueillies par certains avec un haussement d'épaule. Le ralentissement de la croissance est inéluctable, il convient donc de s'y préparer. D'autres se montrent franchement enthousiastes, qui voient une occasion de penser enfin les conditions d'une prospérité sans croissance, voire, je cite, d'une sobriété volontaire, qui s'accommoderait des limites de notre planète. Pour cela, non seulement la croissance ne peut se perpétuer indéfiniment dans le monde fini qui est le nôtre, mais en outre, il importe de ne pas attendre de se cogner aux limites de nos ressources naturelles pour commencer à tracer d'autres chemins de prospérité, sous peine de compromettre durablement cette prospérité. Dans ce débat sur la société de la croissance, qui est un débat assez riche, assez vif actuellement, les juristes se trouvent rarement aux avant-postes. Comme souvent, ils ferment la marche, mettant leur savoir au service des différents camps qui se disputent les miettes de la croissance. D'un côté, ils se font les garants de la règle d'or, ce précepte économique désormais inscrit dans les normes supérieures de la quasi-totalité des États membres de l'Union européenne, un précepte qui vise à rassurer les marchés sur la bonne santé financière des États et par conséquent vise à favoriser des investissements porteurs de croissance. D'un autre côté, les juristes, d'autres juristes souvent, utilisent les droits fondamentaux pour dénoncer les politiques d'austérité qui, pour beaucoup, freinent plutôt qu'elles ne stimulent la croissance. Ils invoquent des droits économiques, sociaux et culturels, source d'obligations positives, synonyme de politique keynésienne, ayant pour effet de relancer la consommation et l'emploi. Alors lorsqu'ils sont dans ce rôle, les juristes assument la mission
qui leur est traditionnellement assignée par le positivisme juridique, celle des garants d'un savoir rétrospectif et clos sur lui-même. Ce n'est en effet qu'en tournant le regard vers le passé, en scrutant telle loi adoptée hier ou il y a un siècle, telle pratique réputée révélatrice d'une coutume, telle succession de jugements et d'arrêts formant la trame d'une jurisprudence, et qu'en faisant ce travail de rétrodiction, que le juriste est à même de faire son office, celui de dire le droit. Prudent, le juriste rigoureux ne se perd pas dans des conjectures sur l'avenir, il ne se prétend pas davantage législateur, il est celui qui dit le droit, pas celui qui le fait. Or, né avec les États modernes, la société bourgeoise et peut-être aussi la croissance économique, il est peut-être temps pour ce juriste-là de s'interroger sur son avenir. Voilà l'hypothèse au départ de cette recherche collective sur le droit en transition. Il s'agit de repenser, si vous voulez, le potentiel politique, contestataire, voire subversif du discours juridique dans les débats sur l'après-croissance. Un potentiel appelé à se déployer à travers et non contre les mythes du droit, clôture, complétude, rationalité. Petit clin d'œil ici à mes étudiants de théorie. En levant des verrous réglementaires, en proposant des interprétations novatrices, en dévoilant la trame idéologique qui sous-tend un corpus normatif, nous faisons le pari au SIEJ que le juriste, en tout cas le juriste universitaire, académique, est en mesure de contribuer depuis le champ qui est le sien à redessiner les contours de notre univers social en transition. Alors le chantier est vaste, évidemment, et les deux premières étapes de notre recherche collective, la deuxième étape se termine aujourd'hui avec cette soirée, se sont contentées d'en poser les fondations. Dans un premier temps, de février à juin 2016, nous avons convoqué des économistes, philosophes, psychologues, historiens, pour en apprendre davantage sur les ressorts et sur l'histoire de la croissance économique, ainsi que sur les causes de son affaiblissement et sur les assises théoriques à partir desquelles penser une société de l'après-croissance. Résolument plus pratique, le deuxième volet de notre recherche, qui a commencé en octobre 2016 pour se terminer aujourd'hui, nous a amené, en partenariat avec nos amis de Louvain-la-Neuve, de la plateforme Transition, à nous pencher sur toutes les alternatives qui émergent aujourd'hui dans le sillage de ce que l'on appelle précisément le mouvement de la transition. Les circuits courts, les monnaies locales, le renouveau des pratiques agricoles, les villes en transition, mais aussi l'allocation universelle, les indicateurs alternatifs de bien-être et la finance participative, autant de sujets sur lesquels il nous fut donné d'entendre des observateurs et des acteurs de terrain. Alors pour ceux qui n'auraient pas pu malheureusement suivre le fil de ces travaux, je signale qu'il en reste des traces écrites d'abord avec un dossier paru dans le dernier numéro de la revue interdisciplinaire d'études juridiques, en vente dans les meilleures librairies, intitulé « Pour la croissance pâlie », et des traces visuelles, audiovisuelles ensuite, sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du SIEJ, qui contient les films de quasiment toutes les interventions qui ont eu lieu depuis le lancement de cette recherche. Alors, venons-en à la soirée d'aujourd'hui, qui assure la jonction entre ce travail de quadrillage, de cartographie, de débroussaillage, et l'entrée en scène des juristes au cours des mois à venir. Nous aurons d'abord le plaisir et le privilège d'entendre la professeure Isabelle Cassirs, une économiste brillante et renommée, qui depuis de nombreuses années s'efforce de penser les conditions de cette prospérité sans croissance dont nous allons interroger la possibilité aujourd'hui. Professeure à l'UCL, chercheur qualifié du FNRS, Isabelle Cassirs est membre de la plateforme Transition dont je viens de parler. Elle est auteure de nombreux travaux sur le sujet de la post-croissance et vient de diriger un ouvrage en vente ici devant, vous l'aurez peut-être remarqué, vous pourrez encore l'acheter à la fin de la séance si vous le souhaitez, intitulé « Vers une société post-croissance ». Donc c'est un très grand honneur évidemment d'accueillir une telle personnalité. La seconde partie de la soirée est conçue comme une interpellation envers le monde politique. Une interpellation en forme de prise de contact qui, vous allez le comprendre, n'est pas vouée à rester sans lendemain. Alors au lieu de solliciter la présence de quelques acteurs politiques vedettes, nous avons préféré nous adresser aux éminences grises des principaux partis politiques francophones. Ces membres des bureaux d'études qui, dans l'ombre, participent à la définition de la ligne idéologique de leur formation politique. Alors je tiens à préciser d'emblée, à l'adresse de celles et ceux qui s'interrogeraient sur notre politique du genre, que nous ne sommes pour rien dans la composition exclusivement masculine de notre panel d'experts. Ils ont tous été, chacun, individuellement délégués par leur centre d'études respectifs. C'est la main invisible des réseaux politiques qui fait son œuvre. Heureusement, tout va bien parce qu'on a Isabelle Cassirs avec nous. Alors aussi. Alors aussi, soucieux donc de cadrer au mieux les débats, nous leur avons posé à ces experts
les questions suivantes. Évidemment, on est à l'université, on pose des questions et des questions les plus précises possibles. Première question, une société prospère est-elle concevable dans un contexte de croissance nulle ou proche de zéro? Et puis deuxième question, avec deux sous-questions. Dans l'affirmative, si vous répondez oui à la première question, premièrement, l'objectif de croissance du PIB occupe-t-il aujourd'hui une place excessive dans le discours politique et ou dans l'action publique? Et deuxièmement, quelles sont les pistes concrètes susceptibles de faire advenir cette prospérité, et notamment celle des plus démunis, qui est la vraie question difficile adressée aux teneurs de la post-croissance ou de la décroissance. Donc comment assurer tout cela dans une société sans croissance? Si par contre vous avez répondu à la première question par la négative, donc vous dites la société prospère est inconcevable dans un contexte de croissance nulle ou proche de zéro, alors est-il possible de relancer, et si oui comment, la croissance en Belgique et en Europe à court et à moyen terme, et comment s'assurer que cette croissance profite à tous et ne se réalise pas au détriment des générations futures? On pense à l'épuisement des ressources, au changement climatique, etc. Alors, à notre grand plaisir, tous les partis ont accepté de relever le défi de répondre à ces questions. Un défi d'autant plus grand qu'ils n'auront chacun que 10 minutes pour le faire. C'est court, j'en suis désolé, on va sur l'émission de RTBF, mais c'est le prix à payer pour ménager encore 30 minutes d'échange avec vous, avec le public. Évidemment, 30 minutes extrêmement précieuses. Alors, je l'ai dit, ce contact avec le monde politique ne s'arrêtera vraisemblablement pas là. Les recherches proprement juridiques que nous allons entamer dans les mois qui viennent compteront, nous l'espérons en tout cas, en plus d'un volet théorique qui débouchera sur la publication d'un ouvrage scientifique, elles compteront aussi un aspect très pratique. Donc concrètement, nous espérons que d'ici 18 à 24 mois, nous serons en mesure de formuler à l'adresse des responsables politiques une série de recommandations, de propositions, d'idées visant à accompagner sur le plan juridique la transition de notre société vers une ère de la précroissance. Nous avons pu compter durant la première année de cette recherche sur une forte mobilisation de la part des chercheurs en sciences sociales, mais aussi d'étudiants et d'acteurs de la société civile. Nous espérons que les prochains mois verront les juristes s'emparer avec enthousiasme et originalité de cette question de société dont on peut difficilement surestimer l'importance. Un dernier mot très pratique vraiment, les personnes qui souhaitent être tenues au courant de la suite de nos travaux sur la transition sont invitées à laisser leur adresse email sur la feuille de papier qui se trouve à l'entrée du local ici. Voilà, assez parlé du SIEJ, assez parlé des juristes, assez parlé tout court. Je cède bien volontiers la parole à Mme Cassirs, non sans la remercier une fois encore très vivement d'avoir accepté de nous éclairer sur cette hypothétique prospérité sans croissance. Merci. Merci à vous tous d'être là et je voudrais beaucoup remercier Antoine Bayeux pour son invitation. C'est vraiment moi qui suis honorée d'être ici et d'avoir eu la place extraordinaire de keynote speaker, de tout un cycle dont vraiment je voudrais aussi saluer la qualité. Je n'ai pas pu y assister, mais je connais une bonne partie des orateurs et je trouve ça fantastique que vous ayez pu boucler un tel cycle et non seulement le boucler, mais maintenant le prolonger. Donc félicitations et merci. Et je voulais aussi vous dire que ce n'était pas évident pour moi de cibler correctement cette conférence parce qu'il y a déjà eu tous les séminaires précédents. Donc pour ceux qui y auraient assisté, ça va être des redites à un niveau trop simple. Il y a des collègues des partis politiques, il y a un niveau d'initiation à ces questions que je ne connais pas. Donc j'ai pris le pari, puisqu'Antoine m'avait dit de faire quelque chose pour un public assez diversifié, de donner une vue très large, probablement trop large pour ceux qui ont déjà suivi les débats, mais heureusement, nous aurons donc 6 experts qui auront la tâche sans doute de revenir à des questions politiques plus fines. Ici, j'essaie de donner le tableau général de cette question de prospérité sans croissance. Et tout d'abord, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César, parce que l'expression prospérité sans croissance, elle n'est pas du tout de moi. Je pense que c'est vraiment la paternité de cette expression revient à Tim Jackson, qui y travaille depuis 2004. Il a dirigé le Sustainable Development Commission de 2004 à 2009, avec la production d'un rapport qui a longtemps été sur Internet, que la commission a été un peu embarrassée vu la radicalité du rapport, donc a plus ou moins essayé de faire disparaître, mais entre-temps, ce rapport avait eu un succès énorme, a été publié et en anglais, a été traduit en français et vient d'être republié dans une édition tout à fait augmentée et remaniée, très intéressante, en décembre 2016. Donc je vous la recommande.
Bien sûr, ces travaux, les travaux de Tim Jackson nous ont inspirés. Et je vais vous dire comment, mais tout d'abord, je voudrais faire un commentaire sur le titre de la conférence que je n'ai pas choisi, mais que vous avez choisi et que j'adopte, Prospérité sans croissance, promesse ou illusion. Je voudrais d'abord faire une pirouette et vous dire qu'il me semble que c'est la prospérité par la croissance qui est aujourd'hui à la fois promesse et à la fois illusion. Promesse intenable et illusion. Que la prospérité sans croissance pourrait être vue comme espoir et objectif. Donc, espoir d'atteindre la prospérité sans plus poursuivre un objectif de croissance. Mais plus précisément, personnellement, en fait, je n'adopte pas tellement le terme de sans croissance. Je préférais les termes dans un premier ouvrage de redéfinir la prospérité, qu'est-ce que la prospérité, ou dans un ouvrage tout récent de post-croissance, et je vais bientôt vous expliquer ce que j'entends par là, une prospérité déliée d'un objectif de croissance. Et donc ce n'est pas nécessairement sans croissance. Je veux dire, après ça, on verra s'il y a de la croissance ou pas, on verra comment on la mesure. Mais pour moi, la chose fondamentale, c'est vraiment de repenser au type de société que l'on veut et délier cet objectif de l'obsession de croissance économique mesurée par le PIB. Jackson a bien entendu été source d'inspiration pour nos réflexions. Les miennes, j'ai voulu les mener de manière interdisciplinaire et collective, estimant que les économistes sont trop enfermés dans leur discipline pour traiter des questions à ce point systémiques qui demandent vraiment un regard large. Et donc, ce premier livre, Redéfinir la prospérité, nous avions commencé en 2006 nos travaux, il a été publié en 2011, en poche en 2013 et puis en anglais en 2014. Et au départ de ce livre Redéfinir la prospérité, donc, dont les réflexions ont démarré avant la crise financière, il y avait ce constat, on a choisi ce terme de prospérité en se disant qu'il était intéressant, parce que dans les dictionnaires, on trouve simultanément deux registres de définition. Prospérité comme relevant d'un état d'être, c'est-à-dire état heureux, bonheur, bien-être, félicité, ou prospérité associée au registre de l'avoir, plus de richesse, l'opulence, l'abondance, le succès des affaires. Et donc le choix de ce terme nous semblait intéressant dans la mesure où il nous amenait à nous interroger sur ces deux registres et sur la manière dont ils se côtoyaient. Et à revenir à l'étymologie de ce terme, prosperus, conforme à nos espérances. Ce qui nous permettait de poser la question, quelles sont nos espérances au fond? Est-ce qu'on se pose encore suffisamment cette question? Est-ce que le registre de l'être a, au fil des siècles ou des décennies, été écrasé par celui de l'avoir? Et pourrions-nous l'en émanciper? Et puis quand on dit nous, qui est ce nous? Est-ce qu'il existe un nous dans notre société? Est-ce qu'il y a vraiment une cohésion sociale? Et qui est habilité à faire entendre ses espérances? Et peut-être que là, c'est une bonne question pour les juristes. Comment la société est-elle organisée pour mandater les citoyens où les citoyens peuvent-ils faire entendre leur voix et qu'elle soit prise au sérieux dans la définition, redéfinition de la prospérité? Ce premier livre dont je vais très peu vous parler, nous avions dégagé 3 lignes de conclusion en disant qu'au fond, l'enjeu d'une redéfinition de la prospérité se situe essentiellement à 3 niveaux. Un niveau historique avec l'impression que nous vivons aujourd'hui la fin d'un système, peut-être un tournant de civilisation. Un enjeu substantiel au sens où, après avoir travaillé ces questions, les 15 auteurs de cet ouvrage étaient vraiment d'accord sur le fait qu'il faudrait, en tout cas dans les pays riches, aller vers une définition de la prospérité qui mette davantage en avant le registre de l'être. Et enfin, et de manière importante, un enjeu démocratique avec la question de savoir qui définit cette prospérité et quels sont les lieux pour en débattre. Ensuite, après avoir continué de nombreux séminaires sur le thème de redéfinir la prospérité, et d'une certaine manière, j'ai l'impression que votre cycle de séminaires prend le relais, et j'en suis tellement contente parce que je m'essouffle. Et donc en 2015, nous avons poursuivi les réflexions interdisciplinaires, en partie grâce à l'appel du président du Congrès des économistes belges, Éric de Keulener, qui m'avait confié la direction de la commission 4 sur la post-croissance. C'était un congrès sur la croissance
et il m'avait proposé de diriger une commission qui soit plus critique ou qui fasse un pas de côté par rapport à un postulat de croissance. Et Kevin Maréchal m'a immédiatement assisté dans la co-direction de ces contributions. Et voilà, c'est ça le livre dont on vous parlait. Et à travers cette recherche-là, nous avons poursuivi au fond le travail que nous avions mené dans le premier ouvrage. Les prémices partagées des auteurs réunis dans ce volume, c'était que interroger les réalités et perspectives de la croissance, c'était le sous-titre du Congrès des économistes, c'est inévitablement tenter de penser la post-croissance. Et puisque c'était quelle économie dans une ère post-croissance au départ, donc on se focalisait au départ sur l'économie, et nous voulions entendre le mot économie dans son double sens de système social et de théorie économique. Et je vais un peu évoquer ici dans cet exposé, et nous pourrons y revenir dans le débat, le fait que les auteurs de cet ouvrage ressentaient tous, et c'est un courant qui se développe de manière assez marquée, quoiqu'il soit encore loin d'être dominant, mais nous ressentions tous qu'en fait, la théorie économique dans son état actuel est souvent un facteur qui nous empêche de penser la transition écologique et sociale, qui nous empêche de penser la post-croissance et qui enferme le raisonnement économique dans des carcans très étroits qui nous rendent peu imaginatifs et nous empêchent de répondre correctement aux défis de ce siècle. Il nous semblait que système social, un nouveau système économique doit être pensé en même temps qu'une nouvelle pensée économique. Et on ne part pas de zéro, ni dans le cas du système, ni dans le cas de la pensée, mais il nous semblait que le lien entre les deux était particulièrement important. Le fil rouge de cet ouvrage, c'est 4 questions. Qu'entendons-nous par post-croissance et pourquoi est-ce important d'y arriver? Quels sont les défis à surmonter si on abandonne l'objectif de croissance continue? Quels sont les chemins d'une transition vers la post-croissance? Et quel cadre de pensée pour soutenir une gouvernance appropriée? La thèse commune qui se trace à travers le volume, et que je vais essayer de résumer au pas de charge ici, elle a été résumée en 10 points dans une carte blanche publiée au moment du Congrès des économistes, et c'est cela qui vous a été distribué. Donc je vais suivre, si vous voulez bien, ces 4 points qui seront mon fil rouge et qui seront la structure de mon exposé pour le temps qui nous reste. Premièrement, comment définir la post-croissance? Donc la post-croissance, ce n'est pas ni la décroissance, ni la sans-croissance, l'absence de croissance. Nous l'avons définie comme un horizon au-delà de la poursuite de la croissance économique comme projet de société. Si vous voulez une définition en négatif de la post-croissance, enfin de l'expression post quelque chose, je prendrais, c'est l'expression devenue très à la mode, nous sommes entrés dans une ère de la post-vérité. Comme Trump nous en donne un bel exemple, c'est-à-dire qu'il peut faire prévaloir quantité d'informations pour servir sa cause, sans nécessairement que ça se réfère à la vérité. Il peut réinventer la vérité. Et alors on parle de post-vérité pour dire qu'au fond, ce qui compte dans la démarche, ce n'est pas la vérité. Donc évidemment, moi je ne suis pas pour la post-vérité. Par contre, la post-croissance, par analogie, c'est de dire ce n'est pas qu'on soit pour ou contre la croissance, mais la croissance ne devient plus l'objet central de la réflexion, du propos ou les objectifs de société dominants. Donc c'est un horizon au-delà qui est déjà perceptible, mais encore difficile à qualifier. Nous avançons à tâtons car c'est historiquement inédit et très complexe. Non pas que la non-croissance soit historiquement inédite, puisqu'au contraire, comme Antoine l'a dit en entrée en matière, c'est plutôt le fait de la croissance des 30 Glorieuses qui est un fait exceptionnel dans l'histoire. Mais la situation éminemment complexe dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui est tout à fait inédite. Alors ce serait plus élégant de la qualifier par autre chose que post-croissance, hein, comme on dit post-moderne, etc. Mais nous ne savons pas encore exactement ce qui va émerger de cette période. Donc nous pouvons juste dire que nous pensons que le monde est en train d'accoucher d'une période neuve. Et l'enjeu n'est rien moins qu'inventer un nouveau projet de société, y compris un récit qui accompagne ce projet de société et qui puisse articuler prospérité humaine et soutenabilité. Le pronostic tout d'abord est que le maintien d'une croissance
faible est très vraisemblable. Cela dit, ce n'est pas le point principal de l'argument. Mais en tout cas, si l'on en croit les perspectives de l'OCDE à long terme, etc., rester braqué sur la promesse de la croissance, l'obsession de la croissance, parce que l'emploi, les déficits publics et tout ça va se résoudre par plus de croissance, c'est à la fois improductif et désespérant, puisque dans les faits, cette croissance n'arrive jamais. Ça explique probablement aussi le populisme et qu'une partie de la population se dise tous ces politiques, c'est des menteurs, ils nous promettent des choses que nous n'obtenons jamais. Donc ça a un effet assez dangereux de promettre quelque chose qui, depuis 30 ou 40 ans, n'aboutit pas. Et nous pensons qu'il est vraisemblable que ça n'aboutisse plus. Mais beaucoup plus fondamentalement que cela, nous pensons que la poursuite de la croissance telle qu'elle est définie aujourd'hui, donc croissance économique, définie en termes de PIB, définie en termes de production qui transite par un marché, donc peu importe que ce soit des bombes ou de l'enseignement, de la culture ou des produits nocifs, c'est un projet dépassé pour des raisons à la fois écologiques, sociales et en raison d'aspirations plus profondes. Je pense que, vu le cycle de séminaire que vous avez eu et votre niveau vraisemblable d'information, je vais pouvoir passer assez vite sur chacune de ces trois raisons. Raison écologique, les alertes scientifiques sont majeures, elles sont présentes dans 10 domaines très bien résumés par ce graphique qui vient de la revue Nature, co-signé par 25 scientifiques, je crois, dont Rockstrom. Les trois plus essentiels, c'est la perte de biodiversité, le cycle de l'azote et le changement climatique. Je pense que vous connaissez ces problèmes, mais ça nous dit en tout cas que ça manque un peu de sens d'accélérer la marche vers un monde non viable. On sait qu'en maintenant le business as usual, donc en recherchant de la croissance sans changement majeur, et Tim Jackson nous rappelle de manière beaucoup plus détaillée que je ne pourrais le faire que se fier juste au progrès technologique pour penser que nous pouvons résoudre le problème écologique par le progrès technologique, c'est un pari immensément risqué parce que les projections statistiques que l'on peut faire montrent qu'il faudrait une révolution technologique comme l'humanité n'en a encore jamais eu. Alors il a l'humilité de dire je ne peux pas exclure que ça survienne, mais quand même faire ce pari-là, c'est mettre l'humanité en danger. Alors le business as usual, c'est plus 4,6 degrés en fin de siècle, et on sait qu'au-delà de 3 degrés, on part dans des phénomènes incontrôlables, 1 mètre au-dessus du niveau des mers. Or, 400 millions d'habitants habitent à moins d'1 mètre, donc on imagine l'immigration massive, on se plaint déjà des mouvements migratoires actuels, mais on imagine difficilement ce que ça donnerait. La biodiversité, on nous annonce plus de 30% de pertes supplémentaires de biodiversité, donc réduction des sources de pêche et de culture, et donc un accroissement de la faim dans le monde et de nouveau d'autres mouvements migratoires. Nous sommes aux premières loges de la responsabilité par rapport à cela. Si l'on prend un indicateur qui est l'empreinte écologique, que vous connaissez probablement, que certains scientifiques veulent contester sur certains points, mais qui est très utile d'un point de vue pédagogique, regardons où en est la Belgique. Nous voyons le contraste entre la biocapacité en vert et l'empreinte écologique en rouge. Vous voyez que le contraste est flagrant. On sait que tous les pays développés, et les États-Unis en tête, ont une empreinte écologique largement supérieure à leur biocapacité que les spécialistes de ce calcul mesurent en hectares globaux. Pour l'humanité entière, si on prend tous les hectares disponibles pour produire ce que nous consommons et régénérer nos déchets, actuellement, nous avons besoin d'une planète et demie. Les projections à 2030 sont de 2 planètes et il faudrait évidemment redescendre à une planète. Et un des points fondamentaux aussi, c'est de voir le contraste énorme entre les différentes régions du monde. Les États-Unis ayant besoin à leur échelle, si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait 8 planètes à peu près. Les Chinois sont encore relativement bas, mais aspirent au modèle américain et sont très nombreux. Et donc on voit bien que le système explose assez vite. Ça, c'était un très rapide exposé du problème écologique. Les raisons sociales, pour les raisons sociales, je vais juste évoquer avec vous les inégalités de revenus à travers 2 graphiques.
J'ai découvert ce graphique il n'y a pas tellement longtemps et je me suis dit qu'il expliquait bien les choses. On parle toujours du PIB par tête. C'est le PIB, vous savez qu'une des manières de calculer le PIB, c'est la somme des revenus. Et donc on prend la somme des revenus divisée par le nombre d'habitants, on le calcule à prix constant et on voit qu'on a quand même un petit peu de croissance économique à travers le temps. En tout cas, en tendanciel, si on vient de 94, c'est pas si mal aux États-Unis, avec quelques rechutes. Mais maintenant, l'habitant moyen n'existe pas, et vous savez très bien que pour le moment, les revenus sont en train de se concentrer dans le décile, voire le centile supérieur. Et du coup, qu'est-ce que ça donne pour le ménage médian? Le ménage médian, c'est celui pour qui il y a 50% de la population au-dessus de lui et 50% de la population en dessous de lui. Et nous voyons que le revenu du ménage médian, pratiquement, il est en lente diminution, avec quelques sursauts, depuis la fin du XXe siècle. Donc de nouveau, on lui dit qu'il y a de la croissance, on lui dit qu'il y a des progrès, mais lui, ce qu'il perçoit, c'est que son revenu, son pouvoir d'achat diminue depuis 20 ans. Et donc ça aussi, ça explique, je pense, les assauts du populisme, c'est ce contraste entre des statistiques qui n'existent que dans les livres et le réel d'une partie de la population. Vous connaissez sans doute Piketty, dont on a beaucoup parlé, et qui a montré comment, quand les écarts de revenus augmentent régulièrement, ça donne un mouvement exponentiel pour les écarts de patrimoine. Alors, grâce à Oxfam, mais d'après les données du Crédit Suisse, on sait qu'aujourd'hui, 62% des terriens les plus riches rassemblent un patrimoine qui équivaut à celui de la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc 62 contre 3,6 milliards, avec un phénomène qui continue à s'accentuer, on finira par 2 ou 3, parce que j'utilise ce graphique depuis quelques années. Il y a 10 ans, dans la balance, côté gauche de la balance, ils étaient 500. Il y a 2 ans, ils étaient 85, et vous voyez, ça prend des proportions aussi exponentielles. J'ai des quantités de graphiques, mais je continue pour faire le survol complet de toutes ces questions pour arriver aux aspirations plus profondes. En 2006, j'avais publié avec une excellente étudiante, Catherine Delin, j'avais réutilisé son mémoire pour publier une étude qui s'appelait « La croissance ne fait pas le bonheur, les économistes le savent-ils ». Elle est téléchargeable sur ma page personnelle si ça vous intéresse. Ça a été le début. J'ai été touchée par le succès de cette étude et ça a été le début de ma réorientation de l'histoire économique vers des questions de prospective. Nous avions été frappés par le contraste pour tous les pays, ce n'est pas seulement pour la Belgique, entre l'évolution tendancielle du PIB, donc PIB par tête en milliers de dollars constants sur l'échelle de droite et sur l'échelle de gauche, réponse à des enquêtes tout à fait officielles de satisfaction de vie. Êtes-vous globalement satisfait de votre vie sur une échelle de 1 à 4 ou comment évaluez-vous votre vie subjectivement? On prend la moyenne et on regarde. Alors de nouveau, on peut faire des tas de commentaires pour dire est-ce qu'on peut vraiment comparer comme ça, des choses aussi différentes, des choses objectives, des choses subjectives, des choses monétaires, etc. Bon, il y a beaucoup de nuances à y apporter, mais ça donne un signal global qui est de dire ben, on court, on essaie de produire plus, de gagner plus, et puis finalement, la satisfaction de vie n'augmente pas. Et donc je me tourne, parce que le temps tourne aussi, je me tourne vers le point 2 de mon exposé, qui sont les défis à surmonter. Et là, je vais de nouveau faire un grand survol. Vous allez peut-être être très frustré que je ne sois pas plus précise, mais puisque je voulais survoler beaucoup, je ne peux pas entrer dans le détail de chaque chose. Donc, renoncer à la croissance, c'est-à-dire ne plus avoir un objectif de croissance, ne plus se dire que tous ces problèmes-là vont être résolus par le progrès technique ou par la croissance, ou par l'augmentation du gâteau à se partager, ça pose évidemment des questions économiques majeures. Celle de l'emploi, puisque jusqu'à présent, on a toujours pensé que c'était par la croissance qu'on allait résoudre le problème de l'emploi. Celle des finances publiques, puisque la somme des revenus, c'est la base de l'assiette fiscale, et donc quand on a des dettes et des déficits, comment va-t-on faire? Celle de la paix sociale, puisque depuis 1944, la paix sociale, en gros, c'est une fuite en avant, augmentant le gâteau pour ne pas se disputer. Sur le dynamisme du tissu économique, puisque les entrepreneurs vont nous dire, mais si je ne fais pas croître mon entreprise, si je n'essaie pas d'être le meilleur, d'être dans la course compétitive, qui va avoir envie d'inventer, d'être dans l'innovation? Et si nous ne sommes pas
dans la course par rapport à d'autres pays, on va se faire bouffer, on va juste régresser. Donc compétitivité vis-à-vis du reste du monde aussi. Nous avons besoin de croissance pour faire fonctionner nos dispositifs sociaux. En tout cas, c'est ce que nous pensons, c'est ce dont nous avons hérité. Nous sommes pris, nous dit Olivier de Scuter, qui est juriste et qui signe le dernier chapitre du livre Vers une société post-croissance, nous sommes pris dans une cage que nous avons construite, mais dont nous avons perdu la clé. Et donc, nous devrons affronter de grands bouleversements. Mais en même temps, nous pensons, nous auteurs de ce livre et beaucoup de gens que je rencontre, que ces bouleversements sont peut-être une opportunité exceptionnelle pour repenser toutes les catégories mentales dont nous avons hérité et qui nous pèsent parfois comme des boulets. Et donc, il faudrait reprendre à ses racines l'examen des finalités. Créer des emplois. Est-ce qu'il faut créer des emplois à tout prix? La question, on nous apprenne la pensée. Ou est-ce que ce qui compte vraiment derrière la création d'emplois, c'est une insertion sociale et un niveau de vie matériel et culturel décent? Donc, quelle est la finalité? On veut de la croissance pour créer des emplois. Pourquoi veut-on créer des emplois? Si c'est pour que quelqu'un s'abrutisse derrière une chaîne de montage qui produit des objets inutiles, qui sont vantés par une publicité, et que cette publicité s'inscrit dans une société où on est dans le paraître plutôt que dans l'être, est-ce que ce n'est pas tout ce système qu'il faut casser pour se dire que peut-être on n'a pas besoin de créer tellement d'emplois, on a besoin de remettre les choses au centre, de remettre les valeurs, les vraies valeurs au centre du village? Est-ce qu'il nous faut des gains de productivité à tout prix pour tenir le rythme de la croissance? Ou dans certains secteurs, et en particulier dans une société de services, faut-il surtout des gains de qualité? Est-ce que ça a du sens de chercher les gains de productivité chez les infirmières dans un hôpital, dans les services de soins? Ou au contraire, le produit que l'on offre, bien qu'il garde la même valeur dans le PIB, est en train complètement de se détériorer par pression sur le gain de temps que l'on doit avoir dans les services. Est-ce que ce qui compte, c'est avoir plus de revenus ou c'est la satisfaction de vie? Il y a beaucoup d'expériences de transition parmi les jeunes où, au fond, des jeunes se contentent d'un revenu beaucoup moins élevé parce qu'ils sont dans un mouvement de commun, de communauté, d'entraide, de service ou de créativité qui fait qu'ils se procurent quantité même de biens et de services, et en tout cas de satisfaction de vie, hors du marché, dans la démarchandisation. Et il y a un chapitre de Bernard Perret sur la démarchandisation dans le livre. Est-ce que la clé de la dynamique économique, c'est nécessairement le profit, le chiffre d'affaires, ou est-ce qu'il est possible d'en inventer d'autres? Nous avons travaillé ces questions-là sans apporter une réponse définitive. Je serais contente d'entendre l'écho des représentants des partis politiques. Mais ces questions que nous avons parcourues nous ont donné l'idée qu'il faut vraiment repenser l'essence de notre modèle économique, repenser nos catégories, le sens et la place du travail, le contenu humain des échanges, ce qu'ont commencé à faire des mouvements comme Max Havelaar et les échanges respectueux, l'échange éthique, le commerce équitable. Le rapport à la consommation, qui est parfois dans notre société devenu vraiment frénétique, une fuite en avant, et que Christian Hansberger, qui avait signé un chapitre dans le premier livre sur redéfinir la prospérité, analysait dans d'autres ouvrages comme étant une fuite même par rapport à notre condition humaine, à notre panique d'être des êtres mortels, donc on consomme pour ne pas y penser. C'est peut-être extrême comme explication, mais il y a en tout cas une pathologie à vouloir tout le temps consommer, et repenser fondamentalement le rapport aux êtres et à la nature, ce que j'ai pu admirer dans le cas du Bhoutan, où je suis allée 3 fois voir un modèle de société complètement différent, qui prône la satiété, hein, le fait de se contenter de peu, pour revenir à leurs vraies valeurs bouddhistes. On n'est pas obligé de devenir tous bouddhistes, mais il y a en tout cas dans le monde des exemples de sociétés qui construisent sur d'autres valeurs. Et cela rejoint les préoccupations d'une multitude de citoyens, d'associations, d'auteurs, d'institutions. Donc nous ne sommes pas seuls, 15 auteurs dans ce livre, ou un peu moins, 10 auteurs, je ne sais plus, à se poser ces questions, et beaucoup d'entre vous se les posent, j'imagine. En tout cas, nous, dans ce livre, nous étions d'accord sur 3 principes essentiels.
Les deux premiers sont tout à fait présents dans le livre The Prosperity Without Growth de Tim Jackson. Le troisième, nous l'avons développé un peu plus que lui, mais je pense qu'il serait bien d'accord avec nous. Respect des limites écologiques, donc situer l'activité économique dans le respect de ce que la Terre peut porter. Équité dans la répartition des ressources. S'il s'agit de devenir plus frugal, c'est surtout à nous, pays riches, d'entreprendre cette frugalité, parce que nous ne pouvons pas imposer aux pays dans lesquels il y a beaucoup plus de besoins de commencer tout de suite par la frugalité. Donc la non-croissance, c'est surtout aux pays riches que ça s'adresse, ou la décroissance, pour laisser les autres croître. Donc attention, ne me faites pas dire que je voudrais exporter un modèle de non-croissance ou de diminution de la croissance aux pays les plus pauvres. Ce n'est pas mon intention. Je reconnais l'immensité des besoins dans ces pays-là, mais ça ne fait que renforcer la nécessité éthique de notre part de diminuer notre propre consommation de ressources. Et promotion de l'autonomie. Autonomie, venant dans l'étymologie autonomos, la capacité de construire ses propres normes par opposition à l'hétéronomie qui est d'être passif face à des normes qui nous viennent de l'extérieur. Et ça nous semble vraiment une clé fondamentale pour réussir la transition écologique et sociale, pour réussir le passage vers une société post-croissante. C'est de redonner à chaque citoyen, à chaque acteur, la capacité d'être actif dans l'implication dans ses propres normes. Et un nombre croissant de citoyens mettent déjà cet imaginaire, ces perspectives en pratique au quotidien. Ils sont déjà en transition. Et donc j'arrive à mon point 3, qui est les chemins de la transition. Alors, tout d'abord, je voudrais souligner le fait que c'est un processus historique courant, souligné par des auteurs comme Fernand Braudel ou Michel Beer, ou encore dans un courant minoritaire en économie qui est la théorie de la régulation, que quand on passe d'une période à l'autre de l'histoire, d'un régime de croissance à l'autre, diraient les régulationnistes, ou d'un état du capitalisme à l'autre, il y a des phases d'hybridation. Et le très beau livre de Michel Beau, que je vous recommande, sur l'histoire du capitalisme, montre souvent, d'une période à l'autre, comment il y a cohabitation entre l'ancien et le nouveau. Et qu'il y a des périodes comme ça qui apparaissent particulièrement comme un laboratoire social. On voit déjà émerger des logiques qui pourraient annoncer une logique qui deviendra ultérieurement dominante, ou que l'historien, rétrospectivement, voit déjà, sachant qu'il y avait ce fourmillement d'événements neufs qui, dans l'époque historique suivante, vont devenir le fait dominant. Et je pense personnellement que nous sommes vraiment dans ce type de situation, avec une hybridation et un contraste parfois de plus en plus violent entre l'ancienne logique de profit, de croissance, de prospérité, et qui est écrasante par rapport à la nouvelle logique, qui est une multitude d'initiatives qui s'inscrivent dans la post-croissance selon les principes que je viens d'énoncer. Quelques traits communs entre ces initiatives, c'est peut-être la dissociation entre la satisfaction des besoins sociaux et la création de valeur monétaire. C'est tout ce qui relève de la démarchandisation dont parle Bernard Perret. C'est le fait de vouloir insuffler du sens dans les actes économiques, à travers la coopération, la solidarité, la coproduction, le partage, le respect. Et il y a une quantité d'exemples, de faits qui sont déjà émergents à ce stade. Et de plus en plus de gens s'intéressent à ces phénomènes. C'est l'innovation sociale, parce qu'on parle beaucoup d'innovation technologique, mais il faut aussi considérer l'innovation sociale, en particulier dans des sociétés de services, qui peut se traduire parfois par de la destruction de valeurs marchandes. Il y a de nouvelles activités qui apparaissent, qui ne s'inscrivent pas directement dans le marché, qui sont créatrices de bien-être, et en apparence destructrices de facteurs de décroissance. Et donc il faut les épingler, souligner que celles-là doivent être encouragées, évidemment. Donc c'est la tendance à la démarchandisation et ce paradoxe apparent que l'on peut avoir moins de bien-être, moins de PIB, mais plus de bien-être. Mais cela n'est en rien une nostalgie par rapport à une époque antérieure, par rapport à l'Amérique précolombienne, par rapport à l'Europe précapitaliste, par rapport à l'Afrique non encore contaminée, pas du tout. Parce qu'il y a dans ces mouvements-là une version du XXIe siècle à travers les Fab Labs et toutes les potentialités extraordinaires des technologies de l'information et de la communication.
Quelques exemples très rapidement. Les villes et quartiers en transition lancés et rendus célèbres par Rob Hopkins. L'économie sociale traitée dans l'ouvrage par Thomas Bowens et Sibyl Mertens, qui montre comment à travers l'économie sociale, c'est véritablement une gouvernance polycentrique qui émerge, je vais y revenir. L'économie circulaire traitée par Stéphane Kampelmann. L'économie collaborative, l'économie des fonctionnalités où au lieu d'acheter des produits, les consommer, on les partage, on loue leurs services. C'est les circuits courts qui réduisent le prix des marchandises parce qu'on réduit le nombre d'intermédiaires et réduisent leur coût écologique parce qu'on essaie de consommer ce qui est produit près de chez nous. C'est les groupes d'achats locaux, les potagers urbains, le covoiturage, les repair-cafés. Les exemples sont multiples. Les monnaies complémentaires et les systèmes d'échange locaux souvent vont dans ce sens-là aussi. Et tous ces exemples tentent de manière pragmatique d'articuler à la fois le respect des limites écologiques, l'équité dans la répartition des ressources et très fréquemment, ce sont des exemples de promotion de l'autonomie avec implication de chacun dans la construction des normes et remise à l'honneur du commun. Vous savez sans doute, je l'ai dit ce matin à mes étudiants et certains sont ici, que l'idée de commun a été saluée par un prix Nobel décerné à Elinor Ostrom en 2009, unique femme à avoir eu le prix Nobel en économie, et elle montrait qu'il n'y a pas que le service public ou le marché, mais que dans l'entre-deux, il y a quantité d'activités à travers le monde qui sont gérées en commun par des communautés, et que ça marche souvent très très bien. Et donc, et souvent que ce sont des lieux de décision et d'autonomie locale. Alors voilà, toutes ces expériences explorent sans doute un entre-deux entre État et marché, entre privé et public, entre marchands et non-marchands, entre top-down et bottom-up, gouvernance par le haut ou gouvernance par le bas, et permettent d'imaginer une transition polycentrique qui viendrait de plusieurs lieux à la fois, qui serait une transformation de l'organisation sociale portée par les individus eux-mêmes, comme le montrent plusieurs chapitres de l'ouvrage, mais qui ne fera pas l'économie également d'une gouvernance plus centralisée face aux urgences et face à la nécessité d'intervenir. Et donc, le point 4 et le dernier point avant des conclusions, c'est les cadres de pensée et la gouvernance qui sont vraiment deux ossatures nécessaires pour pouvoir envisager une société de la post-croissance et pouvoir réussir une transition écologique et sociale. Si les réponses aux défis sont en gestation, il nous faut une vision globale cohérente pour donner force et cohérence aux nombreuses initiatives locales. Elles n'existent pas encore. Vous savez que dans les années 30, c'est la révolution de la pensée économique par John Maynard Keynes qui a permis des comportements économiques radicalement différents. Ça correspondait à son époque. On est sorti, grâce à cela et d'autres facteurs, du chômage des années 30, mais il fallait cette vision globale et cohérente pour structurer les politiques publiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine analogie à cela. Nous avons besoin de révolutionner le cadre de pensée pour pouvoir mettre en œuvre une gouvernance. Alors, cadre de pensée, je pense, et nous sommes nombreux à penser, que la science économique conventionnelle rend difficilement compte de la richesse de l'entre-deux. Ostrom, par exemple, est un cas très à part par rapport au mainstream économique. Que les systèmes économiques sont des systèmes adaptatifs complexes et que peut-être les sciences du vivant donneraient un meilleur schéma de pensée que la mécanique dont s'est inspirée la théorie économique jusqu'à présent. D'où explorer s'il n'y aurait pas moyen à partir d'un courant de pensée en économie qui est l'économie évolutionniste, ou un autre qui est l'économie écologique et sociale, voir s'il n'y aurait pas moyen de répondre à certaines déficiences à nos yeux du discours de l'économie dominante. Et, vous savez, on entend souvent questionner les méthodes du mainstream économique avec sa mathématisation sophistiquée, son axiomatique un peu réductionniste de l'être l'homo economicus, maximisateur rationnel, qui peut bien structurer ses préférences, etc. Mais il nous semble que c'est non seulement ces méthodes, mais l'épistémologie, c'est peut-être présent dans ce que je viens de dire, mais même l'éthique et même l'ontologie des sciences économiques,
qu'il y aurait lieu de questionner l'ontologie, c'est-à-dire sa conception de l'être humain. À quoi ressemble cet homo economicus par rapport à la richesse du potentiel humain? Et est-ce que le fait qu'on ait réduit la richesse du potentiel humain à la rationalité économique ne fait pas partie du problème, ne fait pas partie de l'explication de la situation dans laquelle nous nous trouvons? D'où la nécessité d'une posture réflexive, c'est-à-dire questionner nos propres méthodes et l'utilité d'une interdisciplinarité. Il y a un grand chantier qui s'ouvre, je pense qu'on en est aux prémices, mais j'ai la conviction que le XXIe siècle verra éclore une nouvelle théorie économique, ou plusieurs nouvelles théories économiques. En matière de gouvernance, et j'en parle peu alors que c'était la lancée, mais il y a 6 autres personnes qui vont bientôt en parler. Il nous faut cette vision globale sans doute pour hiérarchiser les priorités et articuler tous les niveaux de décision, du local au supranational. Mais ce que nous sommes convaincus qu'il faut faire, c'est simultanément pluraliser les solutions et surtout organiser la réflexion sur les finalités, sur la définition de la vie bonne et renforcer radicalement tous les moyens d'une démocratie réflexive, parce que sans doute conviendrez-vous tous avec moi que notre forme actuelle, les formes actuelles de notre démocratie sont en crise et risquent de se faire bien laminer face au pouvoir immense de la minorité qui détient une bonne partie du capital mondial, du patrimoine mondial. Donc il faut trouver un équilibre entre gouvernance polycentrique et une forme de planification, donc une gouvernance proche des acteurs et des territoires, mais aussi face à l'état d'urgence de la planète, face aux inégalités criantes, face à la nécessité de refiscaliser une partie des revenus, sans doute la nécessité d'une forme de planification, d'accords supranationaux, d'une forme de gouvernement mondial, quoique ceci paraisse de plus en plus illusoire, mais de forme en tout cas de coopération à des niveaux globaux. Ou encore équilibre entre innovation sociale et renforcement de règles et de normes, parce que tout ne se fera pas par ce charmant mouvement émergent à la base, qui risquerait bien de se faire laminer s'il n'y avait pas des règles et des normes qui le protègent et qui l'encouragent. Alors, juste un mot pour dire que dans la nouvelle édition de Tim Jackson, on trouve un chapitre 10 de Progressive State, où il propose Policies for a Post-Growth Society, où il énonce qu'il faut établir des limites, contrer le consumérisme, traiter de la question des inégalités, et quand il parle de fixing économique, c'est réparer le discours économique, la science économique. Et lui, pas très précis non plus, malheureusement pour vous, tout reste à faire dans vos partis politiques. Bringing all these components together is an enormous but exciting challenge. Donc voilà, il vous reste beaucoup de choses à faire. Mais je voudrais quand même, puisque j'ai encore au moins 2 minutes, et je vais peut-être en prendre 4 ou 6. Non, en tout cas, je peux m'arrêter après 2. Je voudrais dire que l'absence de croissance est vraiment peut-être vue comme une opportunité pour inventer un projet social basé sur ces 3 conditions, je ne les répète pas, et que je pense qu'il ne faut pas louper cette opportunité, et si possible, acter le tournant économique dans lequel nous nous trouvons, le tournant historique, pardon, et gouverner la transition. Je voudrais juste montrer 4 schémas que certains d'entre vous connaissent pour avoir assisté à d'autres de mes conférences. Je les reprends souvent parce que je trouve qu'elles parlent en très peu de mots, en très peu de temps. Je pense que l'objectif de croissance et l'indicateur du PIB, il vient d'une conjonction très particulière de faits historiques qui se sont mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont donné naissance ou développement à la social-démocratie. C'était la révolution de la pensée grâce à Keynes, le rapport de force géopolitique où on avait l'opposition États-Unis-URSS et le rapport de force sociopolitique à l'intérieur des pays du bloc de l'Ouest avec les pactes sociaux. Ce compromis sur la croissance économique et la création même de la comptabilité nationale, beaucoup de gens ne le savent pas, mes étudiants en général ne le savent jamais, la comptabilité nationale a été inventée au tournant des années 30-40 et s'est construite petit à petit de briques et de brocs dans les années 50. C'est un construit social qui correspond à une époque donnée. Ceci a été balayé en partie, en tout cas les 3 pôles de ces équilibres ont été balayés par
la globalisation financiarisée des années de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, et pourtant on a continué à poursuivre la croissance et le PIB, et aujourd'hui c'est encore plus remis en question par la question écologique qui donne une profondeur à ce triangle, qui devient pyramide, où l'on peut se demander si, dans le rapport de force géopolitique, on peut se demander ce que va donner le rôle des pays émergents. Chine, Inde, c'est pas encore dit qu'ils abandonnent une logique capitaliste, mais qui sait. Dans les rapports de force sociopolitiques, quel va être le rôle des mouvements citoyens? Je crois qu'il faut compter avec eux. Et dans la représentation et la théorie, il y a cette contestation du modèle dominant qui n'en était plus à Keynes de toute manière, qui était revenu à des modèles plus classiques, mais avec des prix Nobel comme Ostrom, Stiglitz, Sen, Amartya Sen, qui proposent autre chose. Du coup, pourrait-on avoir comme objectif une prospérité redéfinie, avec des indicateurs qui aillent au-delà même de ceux qui existent déjà, comme de développement humain ou développement durable. Donc, il s'agirait de faire un saut vers une transition écologique et sociale et la soutenabilité. Et personnellement, je suis convaincue, sur base de mes travaux en histoire économique et sociale et ma compréhension du monde, que le saut pourrait même être un tournant de civilisation où on abandonnerait, pour entrer dans une société post-croissance, les valeurs qui ont été établies pendant 5 siècles de capitalisme, les vertus du marché, de l'individu, du progrès, de la compétition, pour donner place aux vertus de la coopération, du soin, de la communauté et d'une société résiliente, avant même qu'elle soit obligée de devenir résiliente parce que les catastrophes lui tombent dessus. Je vous remercie beaucoup et je vous invite à des conférences qui se tiendront en mars. Voilà, mille merci vraiment.